Bienvenue à toutes et à tous. Si vous souhaitez échanger avec le service admission ou avec des élèves de l'école, retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier webinar de l'année 2021. Je suis Loïc Maty, je suis le directeur des admissions de Paris School of Business et j'aimerais commencer ce webinar par vous souhaiter les meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Paris School of Business. Bonne année 2021 en espérant être en mesure de vous rencontrer, de vous revoir sur notre campus dans les plus brefs délais et qu'on passe une année 2021 un peu plus sereine que la précédente. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinar en présence de deux personnes. Donc, Clémence Macherez, que je vais laisser se présenter. Bonjour Clémence. Bonjour à tous et à toutes. Très bonne année également. Meilleurs vœux et une bonne santé à tous. Donc, je suis Clémence Macherez. Je suis responsable des relations internationales au sein de Paris School of Business et j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous au sein de Paris School of Business. Super. Et Monsieur Sacha Frimerman, alumni, donc diplômé de Paris School of Business, à qui je laisse le soin de se présenter aussi. Alors, bonjour à tous, je suis Sacha, je suis donc alumni de Paris School of Business, j'ai obtenu mon diplôme l'an dernier, donc c'est tout récent et voilà, j'ai quelques expériences à l'international par l'école que je serais ravi de vous partager. Super. Alors, donc, pour petit rappel de ces webinars qui ont lieu toutes les semaines, tous les mercredis à 17h30, n'hésitez pas à poser vos questions sur votre écran. Vous ne verrez que vos questions à vous, mais on y répondra via le chat et bien entendu lors de ce webinar. Alors, ce webinar s'adresse principalement à des étudiants qui souhaitent rejoindre une grande école de management directement après le baccalauréat. Avec un focus clair sur les bénéfices d'intégrer une grande école. Alors, ils sont nombreux, on sait, il y a l'aspect l'acquisition de connaissances, que ce soit les soft skills ou les hard skills, mais surtout la capacité à construire son CV dès la première année. Et ça passe par différents moyens. On va avoir les stages en entreprise, on va avoir la vie en milieu associatif, on va avoir l'alternance, mais on va aussi avoir l'aspect international. Donc, on va avoir l'aspect, c'est un peu le focus de ce webinaire, c'est vraiment la dimension internationale d'une grande école de management. C'est un critère aussi que vous devez utiliser quand vous allez choisir l'école dans laquelle vous allez étudier pour vos études. Il y a la dimension internationale, se mesure de différentes manières. On va avoir le nombre d'étudiants étrangers qui sont au sein de l'école. PSB, il y en a en temps normal environ 700. Le nombre de professeurs étrangers aussi qui enseignent au sein de l'école, et notamment les enseignants-chercheurs. À PSB, ça représente 40% du corps professoral. C'est un élément qui est peut-être pas important là pour les lycéens, mais qui l'est pour nous, école, parce que c'est un élément clé, notamment pour l'obtention d'accréditation internationale, et on aura l'occasion de revenir dessus. Si la dimension internationale se mesure aussi par rapport aux stages qu'on peut faire chaque année, il y a plusieurs dizaines d'étudiants stagiaires qui partent donc pour faire leur stage à l'étranger. L'association, la vie associative, il y a aussi des activités qui se font à l'étranger. Je pense notamment à une association qui s'appelle J'ai du cœur à Paris School of Business et qui a différentes actions humanitaires en France au niveau très local, mais au niveau international avec trois projets qui se déroulent depuis plusieurs années, Madagascar, Sénégal et en Inde. Et bien entendu, un des plus importants par rapport aux mobilités et la possibilité de partir étudier à l'étranger. Et première question pour Clémence. Clémence, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment généralement partent les étudiants, à quel moment ils peuvent partir pour justement un séjour à l'étranger? Alors, en fonction du programme dans lequel vous êtes à PSB, vous pouvez partir en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. Et on a également des formations diplômantes qu'on propose à l'issue de votre Master 2 si vous souhaitez poursuivre des formations diplômantes de niveau Master dans des universités partenaires avec lesquelles nous travaillons. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre du programme dans lequel vous allez être. Dans certains programmes, vous avez l'opportunité de partir jusqu'à 2 ans et demi, notamment dans le programme Grande École. Donc, ça fait quand même une grande partie d'international qui permettent de vraiment construire votre CV autour de cet international. Très bien. Bon, on aura l'occasion de revoir un peu par rapport aux différents programmes.
Sacha, toi, donc diplômé de PSB depuis cette année, félicitations. Merci. Tu as eu l'occasion de partir, je crois, 2 fois à l'étranger, hein, c'est ça? C'est ça. Je suis parti une première fois dans le cadre de ma 3e année. Je crois que maintenant le système a un peu changé, qu'il y a plusieurs modalités de départ. Je pense que Clémence en parlera mieux que moi un peu plus tard. Moi, à mon époque, on devait partir 1 an, ce qui me convenait très bien et d'ailleurs ce que je recommandais à tous parce que je trouve personnellement que pour avoir fait les deux, pour avoir fait 1 an à l'étranger et 6 mois, je trouve que 1 an, ça permet vraiment de s'immerger pleinement dans la culture et dans la ville en fait dans laquelle on se trouve, dans le pays aussi plus largement. Donc voilà, si j'ai un petit conseil déjà à vous donner, c'est d'essayer de partir 1 an. Ça fait aussi beaucoup mûrir, ça fait grandir, ça permet de voir les choses d'une autre manière. Et du coup, oui, pour revenir sur ta question, Loïc, je suis parti donc une fois en 3e année pendant 1 an à Montréal et une autre fois pendant 6 mois lors de mon master à Madrid. Ok. Est-ce que tu peux nous dire justement, on va plutôt se concentrer sur la possibilité de partir donc directement en 3e année. Tu as choisi Montréal. Sur quels critères tu as choisi cette destination? Alors, pour être totalement honnête, c'était pas forcément ma première destination, même si elle était dans mon top 3. Moi, j'aurais souhaité en première destination partir à New York, mais c'était un peu compliqué au niveau financier parce que New York, c'est une ville qui coûte cher. Et bon, Montréal, c'était mon 2e choix, donc voilà, ça convenait aussi. J'avais aussi mon meilleur ami qui souhaitait on souhaitait partir ensemble et on avait réfléchi un peu sur ces destinations-là et on avait mis tous les deux Montréal, ça nous convenait tous les deux très bien. Et puis après ça, moi j'avais plusieurs connaissances, plusieurs amis qui étaient déjà partis soit en vacances, soit pour étudier, pour faire leurs études là-bas, soit en échange et qui m'avaient dit que du bien de Montréal, qui avaient adoré. Il y avait aussi le côté francophone et anglophone qui m'arrangeait. Moi, j'y allais pas spécialement pour améliorer mon niveau d'anglais parce que je considérais déjà que j'avais un assez bon niveau. Mais voilà, c'était plutôt pour pratiquer, pour le maintenir. Et en même temps, le côté francophone sympa, voilà, qui rappelle un peu aussi un peu la maison, quoi. Ok. Donc essentiellement là-dessus. Et puis oui, c'était aussi, je voulais partir dans une destination qui était quand même pas à 1 heure de chez moi. Je voulais m'éloigner un peu, vraiment sentir le dépaysement, vivre l'expérience de l'international à fond. Et je pense que c'était plutôt réussi. En tout cas, de ce que j'en retiens, c'était une belle expérience. Bon. Clémence, justement, là, ce que disait Sacha, le fait de vouloir, de choisir une destination qui soit relativement loin de chez lui, c'est le cas de nombreux de nos étudiants ou ils préfèrent plutôt rester pas trop loin et être en mesure de rentrer de temps en temps dans leur domicile? De premier abord, et quand on échange avec eux en première année, c'est vrai qu'ils sont tous assez intéressés par l'international et ils ont très souvent envie de partir assez loin. Plus on se rapproche de l'échéance, plus il y en a certains qui commencent un petit peu à s'inquiéter justement de la distance, etc. Donc je dirais que c'est assez variable en fonction des années, etc. Mais l'avantage justement que disait Sacha, c'est que vous avez la possibilité de partir donc sur plusieurs durées, que ce soit une année complète, un semestre ou une semaine. Et donc, par exemple, si pour votre premier départ à l'international, vous n'êtes pas forcément confiant de partir très loin pendant une longue durée, vous pouvez partir plus proche pendant une longue durée et ensuite sur l'année suivante partir pour une plus courte durée un peu plus loin parce que vous aurez déjà vécu cette expérience à l'international et vous serez un petit peu plus à l'aise à l'idée de partir un petit peu loin de votre famille. Sachez dans tous les cas que quand nos étudiants partent à l'international, on a parfois des étudiants qui partent donc très loin, qui vont se rendre compte parfois que ça se passe pas forcément très bien. Donc nous, on vous accompagne tout au long de l'année. Vous avez un coordinateur personnel qui vous suit tout au long de cette année. Et c'est vrai qu'on échange avec vous. On a eu parfois le cas d'étudiants qui arrivaient à l'international qui se sentaient pas très bien. Donc on échange avec eux en rendez-vous individuel. Et parfois, voilà, nous, on réussit un peu à vous remotiver
pour un petit peu persévérer. Et au final, voilà, pour plusieurs étudiants, il s'est avéré qu'ils voilà, ils ont poursuivi leurs efforts d'intégration et ils ont énormément apprécié cette expérience. Ils nous ont remercié chaleureusement à la fin de leur année scolaire. Pour d'autres, voilà, ils se rendent compte que ça va pas du tout. Au niveau émotionnel, ça va pas. On reste des êtres humains et du coup, on vous force pas à rester à l'international. On a toujours des solutions de repli pour pouvoir éventuellement vous proposer une alternative, que ce soit en France ou toujours à l'international. Très bien. Alors, je voulais juste échanger par rapport justement au nombre d'établissements partenaires. Là aussi, Clémence, donc ça varie un petit peu parce que le nombre les partenariats sont mis à jour en fonction des différents critères. Donc là, on a des partenaires sur tous les continents et dans une cinquantaine de pays, c'est ça ? Oui, nous ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir représenter déjà tous les continents et alors pas tous les pays parce que c'est compliqué, mais on a quand même beaucoup de pays, on a plus de 50 pays qui sont représentés. L'objectif justement, c'est de pouvoir avoir une offre assez large pour tous les étudiants de Paris School of Business et aussi l'objectif, c'est de pouvoir envoyer les étudiants par petits groupes et de ne pas envoyer nos étudiants dans une seule ou dans deux universités pour que vous vous retrouviez entre étudiants de PSB. L'objectif quand vous partez à l'international, c'est de vous intégrer, donc d'être un petit peu, alors pas forcément tout seul, mais en petit groupe de PSB pour pouvoir vraiment vous intégrer dans l'université que vous allez rejoindre. Dans les pays qu'on va avoir, on va représenter en général, on a toujours des universités dans les grandes villes parce qu'on sait que c'est là où les étudiants vont être en général le plus intéressés et c'est là aussi où vous avez parfois le plus de chances de décrocher éventuellement un stage ou un job si vous voulez avoir une expérience professionnelle pendant que vous êtes à l'international, que ce soit pendant vos études ou à la fin de votre cursus, puisque parfois vous pouvez bénéficier d'un stage ou travailler sur place à la fin de votre cursus. Voilà, donc toutes ces choses-là sur les grandes villes, c'est plus intéressant dans les grandes villes. On a aussi des universités dans des plus petites villes parce que on trouve qu'il y a des intérêts aussi pour ces petites villes parce que vous avez une meilleure intégration, parce que vous aurez par exemple moins de Français. Si vous partez par exemple en Royaume-Uni, forcément, si vous êtes à Londres, vous avez plus de chances d'être au contact d'une communauté française qui va être très importante. Si vous partez dans des villes à plus petite taille comme Manchester, qui reste quand même une grande ville, ou Leicester, là, vous êtes vraiment plus intégré avec cette communauté anglophone de personnes du coup anglaises vraiment ou d'internationaux. Super. Et du coup, on peut dire que plutôt que d'ouvrir un campus PSB à New York, à Shanghai, où tous nos étudiants se retrouvaient dans la même classe, dans la même école, etc., l'école, depuis très tôt, depuis plusieurs années maintenant, a choisi plutôt de développer son réseau d'établissements partenaires pour que les étudiants soient vraiment en totale immersion et qu'on ne se retrouve pas dans une classe d'étudiants de PSB avec des profs de PSB qu'on aurait simplement délocalisés. Tout à fait. C'est vraiment les raisons pour lesquelles justement PSB a fait ce choix de ne pas ouvrir de campus pour justement que vous puissiez vous intégrer. Et c'est aussi pourquoi quand on va envoyer les étudiants à l'international, au niveau des universités, on va pas avoir de réel quota, mais en général, on n'a pas plus de 15 étudiants qui vont partir au sein de la même université pour justement avoir cette chance de pouvoir vous intégrer, parce que malgré soi, on va dire que c'est pas volontaire forcément, mais c'est vrai que si vous êtes avec des étudiants, en tout cas français, ou en tout cas que vous connaissez, vous avez plus de chances de rester entre eux. Vous le verrez si vous avez la chance donc de vivre cette expérience. La plupart des étudiants internationaux des autres pays partent eux aussi en très petits groupes ou très souvent aussi tout seuls. Et c'est vraiment ça le but d'un petit peu de cette expérience internationale, c'est d'apprendre un petit peu à se débrouiller en autonomie. C'est sûr à affronter quelques barrières, mais qui se relèvent assez facilement. Et vous n'êtes jamais tout seul puisque vous êtes toujours entouré d'étudiants internationaux qui vont vivre cette expérience pour la première fois comme vous. Sacha, justement, comment s'est passé donc tu l'as dit, tu avais choisi plusieurs destinations, dont Montréal, le fait que ce soit une ville bilingue, le fait de partir avec un ami à toi. Comment ça s'est passé un peu toute cette période où tu as choisi la destination et comment sont organisés ton séjour à l'étranger? Malgré tout, on s'en rend pas trop compte parce qu'on se dit l'international, c'est à partir de la 3e année, mais au final, on commence à devoir s'y intéresser et à faire nos choix assez tôt en 2e année pour les plus stressés entre guillemets, ils vont commencer à se renseigner dès la 1re année, etc. D'ailleurs là, je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le webinaire, donc c'est que les gens s'y intéressent
dès maintenant, ce qui est bien aussi. On a tout au long de la deuxième année des réunions pour nous expliquer les démarches à suivre, pour nous présenter les universités partenaires, les destinations, donc avec Clémence et avec les autres personnes qui travaillent au bureau international. Donc on est assez bien suivi là-dessus quand même, il faut le dire. On nous explique bien les choses. Il y a beaucoup de choix, donc c'est vrai que des fois on peut être un peu perdu, notamment dans les grandes villes, comme disait Clémence, où il peut y avoir plusieurs universités dans la même ville, par exemple à Los Angeles ou à Montréal depuis 2 ans, il me semble, où maintenant il y a deux universités partenaires. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu. À savoir que moi, à mon époque, en tout cas, on pouvait venir aux réunions qui étaient organisées sur l'international avec nos parents. Donc, je sais que ça peut en rassurer certains. Moi, j'y allais avec justement avec mon ami avec qui je voulais partir à l'international. C'était un critère assez important pour le coup pour moi de partir avec quelqu'un que je connaissais. Je me voyais pas non plus. Je voulais partir loin, comme j'ai dit tout à l'heure, et vivre vraiment l'expérience de l'inter à fond. Mais je me voyais pas le faire tout seul parce que c'est quand même un gros choix quoi. À Montréal, c'est quand même 7 heures 7 heures d'avion, 7-8 heures d'avion, 6 heures de décalage horaire. Donc on est plus rassuré quand on est avec quelqu'un qu'on connaît et vice versa, et la personne l'est aussi. Donc voilà, on est guidé tout au long de l'année par le bureau international là-dessus. Il nous explique aussi les tests de langue à passer, l'IELTS pour l'anglais. Je crois qu'il y en a un autre pour les destinations hispanophones, mais on est plutôt bien épaulé, ouais. Clémence, du coup, quand on part à l'étranger, là au sein de Paris School of Business, on peut étudier qu'en anglais ou on peut étudier éventuellement dans une autre langue si on a le niveau? Alors, dans toutes les universités, ou en tout cas 98% des universités, oui, on peut étudier en anglais. Après, dans les autres universités pour lesquelles la langue maternelle n'est pas l'anglais, vous avez en effet la possibilité d'étudier dans la langue du pays. Donc, on va avoir du portugais, du chinois, du japonais, de l'espagnol, de l'italien. Il y aura des tests de langue qui seront demandés de toute façon pour pouvoir étudier dans ces langues. Et si par contre, vous souhaitiez étudier en anglais dans un pays dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, on vous proposera également de suivre des cours dans la langue du pays, notamment si vous partez en Corée, on vous donne des cours de coréen et c'est en général assez utile, surtout à vos débuts. Et je me permets d'ailleurs, donc, pour suivre un petit peu faire suite au témoignage de Sacha, vous partager ma petite anecdote personnelle, puisque donc moi aussi j'ai vécu des expériences à l'international et je suis partie 6 mois en Corée du Sud. Et je suis partie toute seule, en tout cas toute seule de mon école. Je ne connaissais personne et pour le coup, c'est vrai que quand je suis arrivée, c'est quand même assez dépaysant. J'étais en grosse panique. J'ai appelé mes parents en leur disant que je pensais que j'allais pas rester, etc. Et au final, 2 jours après, j'avais mon orientation, donc l'intégration qui est la rentrée au sein de mon université. Et puis 2 jours après, voilà, j'avais déjà oublié tout ça. Donc en général, c'est des petits stress qui sont un petit peu, on va dire, normaux. On va dire, il n'y a pas d'inquiétude et qui s'effacent et qui s'oublient bien vite. Ouais, ça fait partie un peu de l'apprentissage. Quand on part, on est toujours très content longtemps à l'avance. Et plus la date se rapproche, et plus on a un petit peu des petits sujets, un peu des nœuds dans l'estomac. Quand il faut partir le jour J ou la veille, c'est pareil, quelques pleurs. Quand on arrive, pareil, c'est compliqué. Souvent, on a envie de rentrer tout de suite. On se dit mais pourquoi je suis parti? J'étais bien mieux à la maison. Et puis, passer ces quelques étapes, généralement, on voit que nos étudiants, ils s'adaptent, ils commencent à rencontrer d'autres étudiants, ils se font à leur nouvelle destination, etc. Et puis, quand il s'agit de refaire les valises pour revenir à Paris, généralement, c'est là qu'on a un petit souci. Ouais. Et on voit aussi tous. Je confirme. Clément, et les professeurs de PSB, on voit aussi la différence entre les étudiants avant de partir et quand ils reviennent. Ils sont matures, ils ont un peu plus ouvert d'esprit aussi, ils maîtrisent une ou plusieurs langues, ils sont quasi bilingues. Puis on voit le changement, hein. On passe de jeunes étudiants à vraiment des étudiants matures qui sont prêts, qui ont vécu une expérience et prêt après à enchaîner, notamment au sein de notre master, vers de l'alternance. Donc c'est vrai que ça fait partie un petit peu les différentes étapes. Sacha, toi aussi, tu l'as vécu ça ou pas du tout, la volonté de revenir rapidement à Paris une fois arrivé à Montréal ou...
Un peu moins, comme je disais tout à l'heure, parce que j'étais avec un de mes meilleurs amis. Après, c'est vrai qu'au moment, je suis parti tout seul. Par contre, je suis parti vraiment seul. Lui, il m'a rejoint un peu plus tard. Donc, au moment où je suis arrivé, bah, j'étais tout seul dans une ville que je ne connaissais absolument pas. Donc, c'est vrai que c'était un peu déstabilisant. J'ai pas voulu revenir tout de suite parce que bah j'étais pas seul quoi. Mais c'est vrai que mes amis par contre qui sont partis dans des destinations avec moins d'étudiants de l'école en échange ou très peu ou qui étaient tout seuls quoi. Là c'est vrai que les échos que j'ai eus c'est qu'au début c'était un peu compliqué mais très rapidement ils se mettent dans le bain et voilà ils rencontrent beaucoup de gens. D'ailleurs je pense que ceux qui partent seuls rencontrent beaucoup plus de locaux et de personnes hors de leur cercle, entre guillemets, que quand on part avec des gens qu'on connaît déjà, parce que malgré tout, même si partir à l'international, ça nous bouscule un peu, quand on part avec des gens qu'on connaît, on est toujours un peu dans notre zone de confort, alors que seul, bah, on n'a pas le choix, en fait. C'est soit on rencontre du monde et on s'adapte et voilà, on vit l'expérience à fond, soit bah, on reste seul ou alors on rentre, mais bon, il n'y a pas un grand intérêt. Donc, je pense que oui, c'est vrai que partir, moi, c'était un choix perso que de partir avec quelqu'un que je connaissais, mais je connais plein de gens qui sont partis avec enfin, seuls et qui ont rencontré, je pense, 10 fois plus de monde que moi à l'international. Exactement. Alors, je voulais juste revenir, on a vu qu'il y avait la possibilité de partir à l'étranger, revenir brièvement sur le moment, donc au sein des 2 cursus accessibles après le bac, hein, donc à Paris School of Business, il y en a 2. On va avoir le programme Grande École, donc Bac+5, qui a vocation à former des managers, et le programme Bachelor, Bac+3, qui est plus professionnalisant. Et donc, au sein du programme Grande École, donc c'est lors de la 3e année qu'on peut partir à l'étranger. Donc, les 2 premières années permettent d'acquérir les fondamentaux en management. Il y a tout ce qui est cours en comptabilité, en finance, en vente, etc. Des cours d'ouverture, je pense notamment à la cours de civilisation, géopolitique, relations internationales. Et en complément, un des points forts de PSB, qui sont les Inspiring Weeks, donc des ateliers qui sont différents du management dans des domaines complètement variés. Je pense à la prise de parole en public, je pense au design, je pense à la mode, je pense au luxe, qui permettent à nos étudiants de diversifier un petit peu leurs connaissances, leurs compétences et de découvrir d'autres univers. Et donc, c'est lors de la 3e année qu'on peut partir à l'étranger. Alors, Clémence, il y a différentes durées, justement. Il y a pas jusqu'à 2 ans, je crois, la mobilité à l'international était obligatoire pendant 1 année, mais ça a récemment changé depuis l'année dernière, hein, c'est ça? Oui. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, l'année à l'international était obligatoire et faisait partie intégrante du programme Grande École. On a décidé justement depuis l'année dernière de changer et d'adapter un petit peu plus cette année à l'international parce qu'on a eu de plus en plus de demandes d'étudiants, alors qui étaient assez différentes. Ça va être des étudiants qui ont lancé des projets professionnels et qui n'ont pas forcément l'envie ou en tout cas la possibilité de poursuivre le projet à l'international. Ça peut être des étudiants qui ont des situations personnelles ou même des situations financières compliquées et qui n'avaient pas forcément la possibilité de partir à l'international ou en tout cas une année complète. Donc pour le coup, voilà, on a décidé d'intégrer ces changements pour que ce soit intégré donc dans le programme Grande École. Et depuis l'année dernière, les étudiants ont donc 3 options pour la 3e année. Donc 1 année complète à l'international, 1 semestre à l'international ou 1 semaine à l'international. En plus de ces possibilités de mobilité en 3e année, les étudiants ont également la possibilité de repartir en 4e année sur un semestre également, qui peut se prolonger sur 1 année de césure si les étudiants veulent par exemple obtenir un double diplôme de niveau master, des certifications, ou si par exemple vous voulez faire votre 4e année de spécialisation, si vous voulez repartir à l'international, vous pouvez le faire aussi également à l'issue de votre master 2 dans des programmes également certifiants ou diplômants. Et même si vous êtes diplômé de PSB, voilà, le service international vous accompagne encore sur ces formations que vous pouvez faire à l'issue de votre master 2. Super. Et donc, juste pour rappel, il y a beaucoup de questions, hein, ça va être dur de répondre à toutes, mais on va faire le maximum. La possibilité, en effet, pour les meilleurs étudiants, de valider un double diplôme lors de la 3e année, donc auprès d'universités partenaires, toujours pareil, en immersion, avec la possibilité de faire les 2 premières années à PSB, d'acquérir les fondamentaux,
d'avoir un vernis un petit peu dans le domaine du sport management, du luxe, dans le domaine de l'événementiel, etc. Des spécialisations qui sont pas forcément délivrées par Paris Club Business, mais qu'on peut valider à l'étranger auprès d'un des partenaires. Et là aussi, hein, dans l'optique de construire son CV, on a notamment une ligne qui dit « Je suis parti à l'étranger, donc j'ai réussi à m'adapter. Je suis faire preuve d'autonomie, d'ouverture d'esprit, etc. Et en plus de ça, j'ai un diplôme d'une université partenaire dans un domaine, voilà, c'est assez varié, hein, du sport management, en passant par la communication, l'événementiel, etc. Ça, c'est possible dès la 3e année. Alors, quand je dis les meilleurs étudiants, pour valider un double diplôme, Clémence, il faut avoir bien entendu validé, alors, on ne va pas rentrer dans les détails des crédits ou CTS, mais il faut avoir validé tous ces crédits des 2 premières années. Oui, bien évidemment, il y aura des prérequis pour postuler à des universités pour obtenir en tout cas le double diplôme de l'université partenaire. Il faut en effet notamment valider ces 2 premières années, respecter certains critères, notamment critères de langue et critères académiques, sachant que toutes les universités, ou en tout cas presque la totalité des universités qui sont accessibles en double diplôme, si vous y êtes nominé et qu'au final vous ne rassemblez pas les conditions, vous pouvez partir toujours dans cette même université. La seule chose, c'est qu'à l'issue de l'année, vous n'aurez pas le diplôme. Mais voilà, ça reste une possibilité. On vous explique justement toutes ces informations, comme le disait Sacha, dès la première année où on commence un petit peu la prise de contact pour faire un petit peu germer toutes ces informations par rapport au double diplôme, au certificat, parce que vous avez quand même beaucoup de choses possibles et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps d'analyser tout ça, d'analyser voilà ce que vous souhaitez faire en fonction de votre projet professionnel. Et comme tu le disais, l'objectif vraiment sur cette 3e année et sur les doubles diplômes qu'on va proposer, c'est de pouvoir obtenir un diplôme qui va vous apporter des compétences qui vont être en complément de ce que vous allez faire à PSB. Par exemple, si pendant les 3 premières années ou si vous savez déjà que vous souhaitez faire un master en marketing au sein de PSB, vous allez peut-être vouloir avoir envie de faire un double diplôme dans le luxe, dans le Hospitality et Tourism Management au sein d'une autre université pour que ça vienne vraiment compléter et construire votre CV pour votre future carrière professionnelle. En effet, c'est vraiment une plus-value, une ligne en plus, c'est-à-dire j'ai un vernis dans le domaine de l'hôtellerie, mais ma spécialisation et mon diplôme de Paris School of Business, il sera dans le domaine du marketing. Donc, on l'a dit, hein, on peut partir lors de la 3e année et éventuellement lors de la 4e année du programme Grande École. Et on peut aussi partir au sein du programme Bachelor, notamment, alors je vais pas avoir le détail sur ces slides, mais on peut partir lors de la 2e année. Oui. Donc, première année du Bac plus 3, programme Bachelor, pareil, on va acquérir les fondamentaux en management. Premier semestre, 2e année à Paris, et c'est lors du 2e semestre de la 2e année qu'on peut partir dans le cadre d'un échange auprès d'une université partenaire de PSB. Donc ça, la durée de la mobilité, que ce soit la durée, la destination de la mobilité, Clémence, on l'a choisi quand en fait? On l'a choisi pas dès son arrivée à PSB lors de la rentrée. Non, on ne la choisit pas dès la première année. Par contre, nous, on commence à vous en parler dès la première année, aussi bien sur le programme Bachelor pour lesquels vous pouvez partir donc dès le 2e semestre de la 2e année. C'est justement vous, dès la première année, qu'on en parle avec vous, puisque le départ se fait en 2e année. Donc, dès la première année, dès le 1er semestre de la première année, c'est vraiment la phase d'information où on va communiquer avec vous sur toutes les deadlines, toutes les informations importantes. On va vous présenter tous les partenaires, on va vous présenter justement les prérequis qu'il y aura à voir au niveau académique, au niveau des tests de langue qu'il faudra éventuellement passer, toutes les conditions. Et après, sur la 2e partie de l'année, donc le 2e semestre de première année, en ce qui concerne le programme Bachelor, on vous accompagne, vous faites vos choix de candidature, on vous accompagne donc pour faire vos choix. Et après, on vous accompagne pour toute la partie dossier de candidature de l'université partenaire, démarches administratives, recherche de logement. Vous avez en fait un coordinateur qui sera assigné à votre destination et donc pour tous les étudiants qui seront nominés dans la même université. Et ce coordinateur va vous suivre pour toute la durée de la mobilité, donc la préparation en amont, la mobilité pendant que vous serez sur place, vous serez toujours suivi par ce même coordinateur et une fois que votre mobilité est terminée, on récupère aussi votre bulletin pour les retranscrire sur un bulletin PSB et les intégrer donc à votre formation au sein de PSB. Donc vous êtes vraiment suivi et pris en charge dès la première année. Vous avez également, alors je ne sais plus
plus si dans le programme bachelor c'est existant, mais en tout cas dans le programme grande école, vous avez même des cours d'anglais qui vous préparent dès la première année à ces tests de langue. Et le service international vous accompagne aussi à ce niveau-là. On a des sessions de préparation pour les tests de langue pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté et réussir ces tests et passer la porte d'entrée pour pouvoir postuler aux universités partenaires. Pour le programme grande école aussi, hein, nous on avait eu des cours en deuxième année qui nous préparaient à l'IELTS sur toute l'année. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut juste expliquer, parce que IELTS, pour les participants au webinaire, ça peut être un petit peu barbare. Est-ce qu'on peut indiquer justement ce que c'est l'IELTS, Clémence, et à quoi ça sert? Alors, les tests de langue, donc celui dont on parle plus régulièrement et dont vous avez entendu parler là dans le webinaire, c'est le IELTS. C'est un test britannique qui teste donc vos compétences en anglais et donc qui va tester 4 compétences, donc l'expression orale, l'expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Donc ça va être l'écriture, le parler, etc. Vous avez un autre test qui s'appelle le TOEFL qui teste donc les 4 mêmes compétences mais qui lui est américain. Et après, on a aussi d'autres tests qui vont être acceptés de façon plus aléatoire par les partenaires. Ces 2 tests, IELTS et TOEFL, ce sont 2 tests qui sont acceptés par toutes nos universités partenaires. Donc, toutes ces informations, les niveaux minimums demandés par les universités, on communique avec vous pour vous transmettre ces critères-là. Mais nous, voilà, l'objectif, c'est de vous informer sur ces tests dès la première année pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça correspond, éventuellement vous préparer dès la première année si vous en sentez que vous avez des lacunes et que vous avez besoin de travailler un petit peu plus ces tests, parce que le passage de ces tests, ça va être vraiment la porte d'entrée pour pouvoir postuler aux universités. C'est comme quand vous vous intégrez justement un lycée ou une école, il y a forcément des conditions d'entrée, et ces conditions d'entrée, donc ces tests de langue, ça va être des conditions qui sont imposées par les universités pour les étudiants de PSB ou même tout étudiant étranger qui souhaite intégrer son école. Est-ce que le TOEIC permet justement de partir étudier à l'étranger? Non, alors le TOEIC, c'est un test professionnel, donc c'est un test qui doit se passer pour le côté professionnel et que vous devez passer, si je ne me trompe pas, pour la validation de votre master du programme grande école si vous n'êtes pas parti à l'international, mais c'est vraiment un test professionnel. Alors que l'IELTS académique et le TOEFL sont des tests académiques qui jugent vraiment votre niveau pour suivre des cours dans la langue anglaise. Sacha, toi, tu as dû passer du coup l'IELTS. Exactement. Comment c'est un test peut-être que tu as des conseils. Alors, une fois encore, nos étudiants ils sont au lycée, ils ont pas, voilà, il y a pas de, faut qu'ils soient rassurés. Ils sont préparés par l'école, par Paris School of Business. Ils suivent et des cours d'anglais et des cours de préparation aux examens. Toi, tu as trouvé que ce test était compliqué, ou quel est ton retour d'expérience? C'est le seul que j'ai passé. J'ai pas passé le TOEFL, donc je connais pas trop le niveau du TOEFL. Mais après, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai plutôt un assez bon niveau d'anglais, donc ça m'a pas semblé trop difficile. Ça se prépare, c'est de l'entraînement, comme pour les concours, comme pour le concours Sésame pour rentrer à Paris School of Business. Voilà, c'est refaire les épreuves, s'entraîner, mais c'est loin d'être insurmontable. J'ai plein d'amis qui avaient un petit niveau d'anglais, voire pas de niveau du tout, et qui ont pourtant, en s'entraînant, ont vachement progressé et ont eu des notes tout à fait correctes et qui leur ont permis de partir dans les destinations qu'ils souhaitaient. Donc non, je n'ai pas trouvé ça trop compliqué. Et pour ceux qui ont peur, qui n'ont pas un très bon niveau d'anglais, avec de la pratique, c'est vraiment faisable. Il n'y a pas de souci pour ça. Clémence, peut-être un conseil par rapport à ce niveau d'anglais. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas nous, Paris School of Business, qui allons dire aux étudiants, il faut que vous ayez l'IELTS, telle raison, mais c'est vraiment nos universités partenaires qui disent, pour venir chez nous, pour venir étudier dans notre établissement, il faut que vous ayez un certain niveau. Sans ça, de toute façon, c'est échec assuré, hein, on peut le dire. Oui. Et donc, c'est pour ça que l'IELTS ou TOEFL ou éventuellement d'autres tests équivalents, si on ne veut pas étudier en anglais, sont exigés par les partenaires.
Oui, tout à fait. C'est des critères qui vont être vraiment intégrés dans les accords de partenariat qu'on rédige avec les partenaires. Donc, c'est des choses qui sont vraiment écrites et qui sont, entre guillemets, figées et pour lesquelles on ne peut pas passer outre. Et c'est vraiment des conditions d'entrée qui sont imposées à tous les étudiants qui vont candidater à ces universités. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas propre aux étudiants de PSB, c'est vraiment pour tous les étudiants internationaux qui vont intégrer ces écoles. Et donc, ça va être des critères qui vont être des critères de langue, mais également des critères académiques. C'est-à-dire que les universités vont nous dire, voilà, moi, sur mon système de notation, il faut que les étudiants aient à peu près aucune note, enfin que leur moyenne soit à peu près de C. Donc si leur système de notation c'est en lettres, et nous on va vous donner l'équivalence en moyenne française. Donc par exemple le C, ça va être, il faudra minimum 10,5 ou 11 sur 20 pour pouvoir postuler à cette université. Et au sein des partenaires qu'on va vous proposer, vous aurez bien évidemment des niveaux qui vont être variables parce que les étudiants qu'on va intégrer au sein de PSB vont avoir des niveaux variables également. On va pas avoir que des bons ou que des mauvais étudiants. Il y a des niveaux, il y a un peu de tous les niveaux. Et on a des partenaires qui vont correspondre un petit peu à tous ces niveaux. On a des universités qui vont être très prestigieuses ou qui vont disposer de beaucoup d'accréditations et qui en général vont avoir des critères un petit peu plus élevés. Mais au contraire, on va avoir des universités qui vont être un peu moins prestigieuses, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles ont moins de prestige à l'international. Et ces universités-là vont avoir des critères un petit peu plus bas parce que forcément, elles sont moins prestigieuses, elles sont moins connues et elles ont envie d'accueillir les étudiants. Et forcément, si elles ont des critères trop élevés, elles vont avoir moins d'étudiants. Je vais prendre notamment l'exemple d'une université aux États-Unis qui est dans une petite ville à Decatur, que j'ai visité il y a quelques années parce qu'on visite régulièrement nos universités partenaires pour pouvoir voilà s'assurer, on va dire, de la qualité de l'enseignement et des infrastructures, etc. qu'on vous propose. Et cette université-là, voilà, elle est c'est un gros campus dans une petite ville, donc ça fait petite université pour les États-Unis, mais pour moi qui ai visité le campus, il est énorme. Je vais d'un bout à l'autre du campus en 15 minutes à pied, etc. Et voilà, dans cette université-là, on sait que les étudiants sont hyper bien intégrés, etc. Donc voilà, cette université, en l'occurrence, a des critères relativement bas parce qu'ils ils ont envie d'avoir des étudiants internationaux. Et pour le coup, vous êtes les seuls Français dans cette université. En effet. Et bien entendu, le niveau, notamment le niveau d'anglais demandé, sera toujours plus élevé dans un pays anglophone, hein, l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, etc., que si vous voulez étudier en Espagne ou étudier en Allemagne, mais en anglais. Donc, bon, c'est pour ça que ça varie. Et là aussi, le service des relations internationales fournit assez tôt, hein, dès la première année, un petit peu le score demandé en anglais, le niveau académique demandé pour préparer les étudiants et que chaque étudiant puisse se préparer à travailler sur le score demandé à l'IELTS, les notes à obtenir, etc. Si je peux rebondir juste tout à l'heure, tu me demandais un conseil. C'est tout bête, hein, mais je ne sais pas si tu l'as dit, Clémence, pour l'IELTS, il y a 4 épreuves, sauf si ça a changé, mais dont une compréhension orale et une expression orale. Donc, un conseil tout bête, regardez des films en anglais, sous-titrés en anglais. Ça aide énormément. Ça aide énormément. Et c'est vraiment un truc que forcez-vous à mettre les sous-titres en anglais au début ou en espagnol si vous voulez partir dans un pays hispanophone avec en VO également. Mais c'est tout bête, on n'y pense pas forcément. Forcez-vous à mettre les sous-titres dans la langue d'origine. Au début, c'est un peu compliqué et puis très rapidement, les progrès se font sentir vraiment très vite. Exactement, ça coûte rien. Vous regardez vos séries, vos films en version originale sous-titrée. Essayez de lire le maximum la presse, quelle qu'elle soit, dans la langue, que ce soit en anglais, en espagnol, etc. Voilà, pour vraiment vous permettre de prendre un petit peu, de vous faire un petit peu l'oreille, de comprendre, d'acquérir un peu plus de vocabulaire. Et ça vous aidera aussi pour passer les tests dans un premier temps, mais aussi au quotidien quand vous serez en immersion pour optimiser un petit peu votre expérience à l'étranger. Je me permets d'ajouter une dernière chose au niveau de la langue, parce que c'est vrai que souvent, les étudiants, quand on échange avec eux dès la première année, ils nous expliquent qu'ils veulent partir justement dans un pays anglophone dont tu parlais, Loïc, juste avant, parce qu'ils ont envie de progresser au niveau de l'anglais. Sachez que c'est pas forcément en partant dans un pays anglophone que vous allez, c'est pas que en partant dans un pays anglophone que vous allez progresser en anglais. Si vous partez dans un pays dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, notamment la République tchèque, la Hongrie, etc., vous allez progresser
en anglais parce que vos cours seront en anglais tout au long de l'année. Vos camarades avec qui vous allez échanger, avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez vivre au quotidien, vous allez dans la plupart des cas échanger en anglais avec eux. Et je vais vous donner un autre exemple qui me concerne. En troisième année, j'ai passé une année en troisième année donc à l'international en République tchèque. Je ne parlais pas tchèque, donc forcément j'ai dû parler anglais. Et pour le coup, voilà, j'ai énormément progressé, voire je pense plus que certains de mes camarades qui à l'époque étaient partis à 15-20 étudiants à Dublin et ils étaient entre Français. Donc je ne dis pas qu'à Dublin vous restez entre Français non plus, mais essayez vraiment d'ouvrir votre esprit à tous ces autres pays qui ne sont pas anglophones, qui peuvent disposer d'universités vraiment très intéressantes pour lesquelles vous avez souvent, notamment par exemple les pays de l'Est, vous avez un coût de la vie qui est énormément accessible. Donc si vous avez un budget qui est un petit peu restreint, ça vous permettre de faire justement plus de choses, de pouvoir voyager, etc. Donc voilà, pensez-y. On sera là de toute façon pour vous le rappeler dès la première année. Exactement. Alors, on l'a dit, plus de 150 universités partenaires dans 50 pays. La majorité des établissements partenaires disposent d'une ou plusieurs accréditations internationales. Ça aussi, c'est important. Parce que le business est triplement accrédité. Ça, c'est aussi un critère de décision important pour vous quand vous allez choisir votre école de commerce. Et bien entendu, pour être accrédité, il faut avoir des partenariats avec des établissements accrédités. C'est chaque fois un gage de qualité. Ça veut dire que les établissements où vous allez, ils ont été sélectionnés, on les a visités, mais ils sont reconnus par le service des relations internationales d'une part, mais aussi et surtout par les accréditeurs tels que en bas, CSB, etc. Donc voilà, ça c'est important. Différentes modalités de départ, une année, ce qu'on recommande fortement. Sacha, tu l'as dit, hein, 1 an, c'est vraiment le temps idéal pour avoir une vraie expatriation. Alors toi, tu es parti un peu plus encore avec qui a goûté une fois, tu as voulu repartir, mais vraiment 1 an, pour toi, c'était la bonne durée pour cette première expatriation. Moi, c'est ce que je recommande. C'est ce qui m'a convenu, qui a convenu le mieux à mon profil. J'ai eu la chance, comme tu l'as dit, de pouvoir repartir l'année d'après pour 6 mois. Donc, j'ai connu les deux et effectivement, 1 an, c'est bien, c'est vraiment bien. 6 mois, c'est un peu frustrant. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. J'aurais bien aimé rester un peu plus. Je suis parti au 2e semestre de mon master 1, donc si j'avais pu partir aussi avec le premier semestre, je pense que je l'aurais fait. Mais oui, non, c'est 1 an, c'est vraiment bien pour s'imprégner pleinement de la culture, pour rencontrer des gens, pour voyager aussi, parce que ça sert aussi à ça cette année à l'international, pour mûrir, pour vraiment profiter de cette année qui est assez unique. Et je pense que il n'y a pas beaucoup de moments dans notre vie, une fois qu'on est sorti des études, sauf changement radical de mode de vie, où on a l'occasion de partir pendant 1 an loin de chez soi, à l'international, et savoir aussi qu'on va pouvoir revenir et reprendre notre vie normalement entre guillemets, mais donc voilà, je pense que c'est plutôt une belle opportunité de pouvoir partir 1 an entier. Donc différentes durées, donc 1 année, ce qu'on recommande fortement. On peut aussi partir 1 semestre pour les étudiants qui veulent pas s'engager sur une durée trop longue, et on peut partir, c'est le minimum, hein, il faut au moins partir 1 fois à l'étranger pour valider le diplôme de Paris Club Business, le programme grande école. 1 semaine, c'est très court, c'est vraiment destiné aux étudiants qui soit ne peuvent pas partir pour des raisons personnelles, notamment de santé, ou bien pour les étudiants, Clémence l'expliquait tout à l'heure, qui ont créé une entreprise durant leur scolarité, durant là ou les 2 premières années à Paris Club Business, et qui, pour des raisons évidentes de développement de leur entreprise, de leur activité, ne peuvent pas forcément partir, même si, Clémence, on a le cas d'étudiants qui ont profité de cette expatriation pour développer justement leur entreprise à l'international, hein, c'est ça? On a 3 étudiants qui ont développé une entreprise. Alors ça vous parle peut-être, c'est Remake avec des casquettes à scratch, etc. Qui ont du coup bénéficié de l'expérience internationale pour justement développer leur entreprise, parce qu'ils étaient donc 3 associés, donc 3 étudiants de PSB. Il y en a un qui était parti à Dublin,
et 2 qui sont partis au Vietnam. Et c'est vrai que chacun dans le pays dans lequel ils étaient, ils ont trouvé justement des opportunités à différents niveaux pour développer justement leur entreprise. Donc ça va être au niveau professionnel que l'international va pouvoir vous aider, mais également au niveau sportif, parce qu'on l'a vu aussi dans la vidéo de présentation, Romain qui a pu pratiquer en NCAA à l'université de Los Angeles en Californie. On a aussi une autre étudiante en Californie qui a pu rejoindre l'équipe de lancer de javelot. Alors j'aurais pas le terme anglophone, vous m'excuserez, mais voilà, c'est vrai qu'on est vraiment là aussi pour vous accompagner dans vos cursus, en tout cas dans vos projets personnels, professionnels et voilà, sportifs, etc. Ouais, et on a même, je partagerai le petit témoignage juste à la fin du webinaire d'ici peu de Sarah qui a eu le déclic de l'entrepreneuriat grâce à un cours qu'elle a suivi à l'étranger, à Montréal d'ailleurs, hein, même établissement que Sacha. Qui était avec moi d'ailleurs. Qui était avec toi, voilà, et qui du coup, on a profité pour sur place développer, créer son entreprise et qui est en pleine croissance actuellement. Alors, juste donc, on l'a dit, une année, un semestre, une semaine, le minimum requis. La possibilité de faire des doubles diplômes au niveau bachelor, donc en 3e année. Aussi en master, on a des étudiants donc qui profitent, alors soit lors d'une césure entre la 4e et la 5e année, mais surtout une fois diplômé de PSB, de valider un double diplôme de niveau master. On a notamment de très bons partenaires avec Boston University, avec Griffith University en Australie, avec Monash University en Malaisie, qui permettent à nos diplômés de continuer leurs études et d'être accompagnés par le service de relations internationales pour cette expatriation. Et on a la possibilité de faire des certificats qui ne sont pas des diplômes reconnus, mais qui là aussi sont une ligne en plus sur un CV, dans des domaines qui sont soit dans le domaine du management, soit complémentaires, et qui permettent comme ça à nos étudiants, de la même manière, de construire, développer leur CV pour que tout doucement, une fois diplômés, ils puissent intégrer sereinement le marché du travail et être courtisés par les entreprises. Donc, différentes mobilités, différentes durées de mobilité, différentes destinations, différents types d'établissements. École de commerce similaire à PSB, université énorme avec plus de 50 000 étudiants, différentes facultés à Shanghai, à New York ou à Buenos Aires, qui permettent à chaque étudiant de trouver un petit peu chaussure à son pied via les opportunités qui s'offrent à eux. Voilà pour un petit peu pour ce webinaire. Alors, il y a beaucoup de questions. On a parlé de l'IELTS. Alors, des questions sur le concours Sésame. Donc là, on n'est pas vraiment sur les admissions, mais juste confirmer que pour intégrer les formations, les 2 formations post-bac de PSB, bien entendu, les diplômes étant visés, donc reconnus par l'État, les admissions se font via Parcoursup. Je vais vous partager le calendrier Parcoursup. Donc là, on est dans la première phase d'information. Vous avez accès à la plateforme depuis le 21 décembre. Profitez-en pour justement vérifier, consulter un petit peu les différentes formations qui sont accessibles. Et c'est à partir du 20 janvier, entre le 20 janvier et le 11 mars, donc vous avez le temps. Et il y aura d'autres webinaires dédiés justement à Parcoursup, comment faire ses vœux, ce qu'il faut faire, etc. Durant lesquels vous aurez besoin de choisir un petit peu, de faire vos vœux. Et vous aurez besoin de confirmer ces vœux avant le 8 avril. Pour le programme Grande École, les admissions se font via le concours Sésame, donc qui correspond à un vœu sur Parcoursup. Et vous pourrez faire différents sous-vœux. Donc, vous pouvez faire un sous-vœu, par exemple, pour le bachelor de l'ESSEC, et vous pouvez faire le vœu du programme Grande École de PSB, donc des sous-vœux. Le concours Sésame aura bien lieu cette année. Il aura bien lieu et donc il est composé d'écrits qui auront lieu en digital, donc de chez vous, via un système sécurisé. Les oraux qui auront aussi lieu en distanciel, parce qu'on doit éviter, même si c'est au mois d'avril, on doit éviter le brassage. Donc les oraux auront lieu via un système spécifique en distanciel et bien entendu aussi une note de dossier via les éléments qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc, je le répète lors de chaque webinaire, le concours, il a commencé dans le sens où les notes qu'on retrouvera sur Parcoursup sont les notes de première et les notes de ce semestre-là de terminale. Donc, c'est essentiel que vous mettiez le paquet pour avoir les meilleures notes possibles, les meilleurs commentaires de vos professeurs, parce que sur Parcoursup, on a une fiche à venir et on va retrouver les notes de chaque professeur, les commentaires de chaque professeur pour chaque matière et l'avis du responsable de l'établissement qui va dire voilà, tel étudiant, il a fait un vœu concours Sésame
c'est plutôt adapté. Il a fait un cours pour une licence dans telle université, sur sa capacité à réussir, il peut démontrer. Voilà. Donc, c'est vraiment important de faire le maximum dès maintenant. Et donc, pareil, les oraux pour le programme, pour le concours interne, donc pour le bachelor, là aussi, auront bien lieu. Reste à savoir si ce sera en présentiel ou en distanciel. Donc, concours Sésame en ligne, concours bachelor, oraux prévus avec, on l'espère, la possibilité de vous recevoir sur le campus. Tout ça, c'est sur Parcoursup et d'autres webinaires auront lieu quasiment toutes les semaines, les mercredis à 17h30 et selon le calendrier Parcoursup avec des thématiques différentes. Voilà pour ce webinaire dédié à l'international. Peut-être, dernière question pour Clémence, quelles sont ou quelle est plutôt la destination la plus demandée par les étudiants pour une mobilité en 3e année? Ah, plus de son. Désolée, j'avais coupé le son. On va dire que ça va dépendre des années, mais il y a souvent des tendances qui se dessinent. On va avoir la Californie qui est assez demandée. C'est pour ça que depuis 2-3 ans, on a développé. Au début, on n'avait que 2 universités en Californie. Maintenant, on doit en avoir une dizaine à vous proposer. L'Australie et le Vietnam, voilà, c'était des pays qui étaient assez demandés ces dernières années. Sachez, pour vous rassurer, qu'en général, quand vous faites des choix, on a entre 80 et 90% des étudiants qui obtiennent leur premier choix. Parce que justement, on vous accompagne pour faire vos choix, pour qu'ils soient en adéquation avec votre niveau, votre dossier, vos vœux. Donc voilà, 80-90% des étudiants sur des promotions avec 500-700 étudiants qui partent à l'international, c'est plutôt positif. Et en général, voilà, on a un grand nombre d'étudiants qui veulent repartir à l'international en master ou après justement leur diplôme parce qu'ils ont pris goût à cette expérience. Et voilà, une dernière petite chose par rapport au diplôme qu'on propose justement après le M2. Comme disait Loïc, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire à l'issue de votre M2 parce qu'on a pas mal d'universités ou de pays qui vous permettent justement de travailler ou de décrocher un job sur place. Et justement, sur les étudiants qui ont fait ces certificats ou ces doubles diplômes de niveau master, on en a beaucoup qui ont pu justement trouver, en tout cas décrocher un job dans le pays dans lequel ils ont fait leur diplôme master, que ce soit aux États-Unis par exemple ou au Canada. Et pour le coup, voilà, c'est quand même pas facile donc de décrocher un job dans ces pays-là. Donc, c'est vraiment un vrai tremplin pour vous de bénéficier de ces formations. N'hésitez pas d'ailleurs également, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, à rejoindre la page PSB International Office. Vous pouvez nous envoyer des messages, on sera ravis d'y répondre. Exactement. Et j'ai partagé tout à l'heure un peu plus tôt les 2 brochures en téléchargement et la page sur donc la page Facebook. Sacha, 2 questions. Si tu devais partir à nouveau aujourd'hui, quelle destination choisirais-tu? Je pense que je partirais soit au Japon ou Corée du Sud ou en Amérique du Sud, donc en Argentine. D'accord. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? L'Amérique du Sud, j'avais longtemps hésité. Je l'avais mis en 3e choix, je crois, pour ma 3e année. Mais c'était un peu compliqué au niveau logistique pour des raisons perso. Et le Japon, c'est un pays qui m'a toujours attiré. Je rêve d'aller découvrir Tokyo, Kyoto, Osaka et tout le Japon, quoi. Mais je crois qu'on l'avait pas en partenaire à l'époque. Enfin, l'école ne l'avait pas en partenaire. Je crois que c'est le cas maintenant. Et voilà, donc bon, j'ai toujours envie de voyager. Je suis un peu frustré à cause du Covid en ce moment, mais ça viendra. Ouais. Et est-ce que tu estimes, d'après toi, que tu as la part, la proportion de ces expériences internationales et ces lignes en plus sur ton CV qui t'ont permis là de décrocher, si je ne me trompe pas, un CDI Ouais. après ton diplôme? J'allais revenir dessus parce que j'ai vu une question tout à l'heure un peu plus tôt dans le chat. Oui, bien évidemment. Déjà avant de trouver un CDI, dans mes recherches d'alternance, c'était toujours une question qu'on me posait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'international?
voilà, comment t'es maintenant, comment t'étais avant, enfin toutes ces questions-là. Et oui, même par rapport au niveau d'anglais, par rapport à la maturité, comme on disait. Et ça a été le cas pour la recherche d'alternance et pour mon CDI. Donc oui, pour répondre à la question, je sais plus qui l'avait posé, j'ai trouvé un travail directement là à la rentrée en sortant, en étant diplômé là en juillet dernier. Là, j'ai commencé en septembre. Donc ça se passe plutôt bien, je suis plutôt content et on m'avait posé la question et effectivement moi dans mon travail j'ai une part de relations avec un public international, donc forcément mes expériences que ça soit à Montréal ou à Madrid ont bien sûr joué un rôle important pour déjà dans mon parcours perso et puis dans mon parcours pro aussi. Super. Clémence, un conseil à donner alors à nos participants qui sont pour la majorité d'entre eux en terminale, donc peut-être qu'ils ont peut-être un doute, ils disent je suis pas prêt à partir, voilà, un petit conseil à leur donner. Je pense qu'on est jamais prêt, mais il faut oser. Et honnêtement, sur tous les étudiants qui sont partis à l'international, voilà, ils regrettent pas. En tout cas, la part des étudiants qui sont pas satisfaits leur expérience, elle est vraiment minime. Et pour tous les étudiants, même s'ils sont pas partis peut-être dans leur premier vœu ou dans leur destination de rêve, ils sont tous satisfaits de cette expérience à l'international. Et comme tu le disais pendant le webinaire, c'est vrai que ça les fait vraiment changer et ils s'en rendent compte eux-mêmes quand ils reviennent de l'international et qu'ils passent nous faire un coucou. Voilà, ils nous disent que cette année, ça a vraiment changé, enfin, pas changé leur vie fondamentalement, mais ça a changé vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que je pense que voilà, on a toujours un petit peu peur et je pense que c'est cette peur de l'inconnu, de la découverte qui limite et qui empêche certains de partir. Et je pense qu'il faut vraiment se faire violence entre guillemets, oser dépasser cette peur de l'inconnu, sachant que voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sera toujours là pour vous accompagner, pour vous soutenir si ça va pas quand vous êtes à l'international. Donc osez partir, intéressez-vous justement aux pays qui sont peut-être peu communs, qui peuvent justement vous démarquer sur votre CV, que des destinations qui vont être plus classiques et plus communes, sans dénigrer les destinations communes comme Londres, etc. Mais voilà, ouvrir aussi votre esprit un peu à ces destinations qu'on pourrait dire plus exotiques, même si ça peut être la Hongrie ou la Pologne. Et oui, effectivement, il y en a, enfin moi, de mes amis en tout cas, qui étaient en troisième année dans d'autres destinations, il n'y en a aucun qui regrette d'être parti à l'international. Donc ça peut faire un peu peur sur le moment, mais quand vous rentrerez, vous voudrez rester sur place. Vous n'allez pas vouloir rentrer. En effet. Écoutez, merci Sacha, merci beaucoup. Avec bonne plaisir. continuation. Merci beaucoup. Clémence, merci beaucoup. On a partagé la page Facebook, donc si certains des participants ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook. Voilà pour ce webinaire. Merci à tous, vous avez été très nombreux. J'ai aussi partagé la possibilité de prendre un rendez-vous avec le service des admissions si vous avez des questions particulières. Donc n'hésitez pas. Vous choisissez le créneau, on vous rappelle à l'heure qui vous intéresse. N'hésitez pas à consulter le site web de PSV. Il y a des préparations au concours Sésame qui sont prévues la semaine prochaine. On espère pouvoir vous accueillir en porte ouverte sur le campus dans des conditions bien sûr très normées pour être en mesure de vous faire découvrir notre campus, que vous puissiez rencontrer les professeurs, etc. D'autres webinaires seront prévus sur d'autres thématiques, toujours pareil pour vous, lycéens, notamment en lien avec Parcoursup, avec le concours Sésame, la possibilité de construire son CV avec les associations, etc. Donc, restez en veille pour ces webinaires. Écoutez, merci à tous. Une fois encore, une très, très bonne année 2021. Au plaisir de vous retrouver très rapidement. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci.